Des élections générales sans cesse reportées, la résurgence de tensions intercommunautaires et un Premier ministre de plus en plus contesté. Dans ce nouveau numéro d'Afro Pertinent, le chroniqueur géopolitique Kémy Seba pose son regard sur la crise éthiopienne, d'Haïlé Sélassié Ier à Abiy Ahmed, décryptage et analyse dans cette émission. Bienvenue sur Afro Pertinent. Kémy Seba, bonjour. Bonjour, ma très chère. Après le succès des précédentes émissions, nous parlons aujourd'hui de l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, enfoncé dans des tensions interethniques, mais aussi et surtout une crise politique assez grave, disons-le ainsi. Dites-nous, Kémy Seba, quelle lecture faites-vous de la situation qui prévaut actuellement en Éthiopie? Alors, ma très chère Nadège, si vous le permettez, pour répondre à votre question, je vais utiliser la même méthodologie que ce qui a été effectué auparavant dans les précédentes émissions. En l'occurrence, faire de l'archéologie géopolitique, parce qu'on ne peut pas comprendre une situation présente si on n'est pas dans une dynamique de vouloir fouiller dans les racines des événements qui ont contribué, tel un château de cartes, à arriver à la situation d'aujourd'hui. On parle en plus d'un sujet qui est particulièrement important, non pas que les autres ne l'étaient pas, mais quand on parle de l'Éthiopie, on parle d'une fenêtre majeure du continent africain. On parle d'un pays qui, même dans l'imaginaire collectif, a représenté, aux yeux du monde, l'Afrique à bien des égards. Dans bon nombre de littératures non africaines, quand on parle des Africains, le nom qu'on leur donnait, c'était les Éthiopiens. D'accord ? C'était toujours la population symbole de la majestuosité africaine, symbole de la royauté africaine, symbole de la droiture africaine sur bon nombre de points. Et donc, par conséquent, ce sujet est aussi important que les autres, et je dirais même qu'il représente à bon nombre d'égards, sur un aspect multidimensionnel, j'ai envie de dire, la globalité des crises africaines de manière générale. Et donc, si vous le permettez, je vais choisir, donc de manière subjective évidemment, diverses périodes, chapitres de l'histoire d'Éthiopie qui ont contribué à nous faire atterrir dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et je vais commencer par Sa Majesté, l'empereur Haïlé Sélassié. Vous me direz peut-être pourquoi commencer par lui, parce que Haïlé Sélassié est le symbole de la grande, ce n'est pas le seul, mais c'est le dernier grand symbole de la majestuosité éthiopienne, de la grandeur éthiopienne. Quelqu'un qui a régné donc de 1930 à 1974, d'accord ? 44 ans de règne. Tout à fait, 44 ans de règne. Bon, c'est vrai qu'en Occident, les gens qui voient en Occident 44 ans de règne, ils se disent c'est beaucoup. Bon, j'ai envie de vous dire qu'eux, ils disent vivre sous la démocratie, mais on sait très bien que derrière cette pseudo-démocratie, c'est l'oligarchie néolibérale qui mène son règne depuis déjà très longtemps. Et donc, en réalité, eux-mêmes connaissent la longévité d'un règne en tant que tel, c'est le moins qu'on puisse dire, puis ils ont aussi connu des rois, donc ils savent de quoi nous parlons. Et Haïlé Sélassié, sous son règne, a été un génie, il faut le dire, un génie de la diplomatie. Je sais que certaines parties de notre peuple, notamment les Rastafari, ont une vision de Haïlé Sélassié, ils le considèrent comme leur Christ, d'accord ? Et donc, par conséquent, il y a une sacralité particulière autour de ce personnage. Nous en parlons de manière extérieure à cette réalité-là, mais nous tenons compte de toutes les sensibilités. Et donc, nous allons parler des points positifs et des points, selon nous, négatifs, mais toujours en essayant de les faire intégrer dans un paradigme global panafricaniste, puisque c'est le but de cette émission d'éducation populaire. Haïlé Sélassié était un génie de la diplomatie. Il a été l'un des plus grands artisans de la création de l'organisation de l'unité africaine. Je pense qu'il se retournerait dans sa tombe, pour ceux qui ne le considèrent pas comme étant vivant aujourd'hui. Et ceux qui le considèrent comme vivant vont vous dire que de là où il est, vraiment, il doit secouer la tête quand il voit ce qu'est l'Union africaine, l'héritière de l'organisation de l'unité africaine aujourd'hui. Et Haïlé Sélassié, donc, il a créé, on le rappelle, parce que je le dis toujours, les gens sont parfois dans une dynamique d'être mitigés sur cette question, mais un rapport de force diplomatique assez intéressant avec même les nations occidentales. Les nations occidentales savaient Haïlé Sélassié extrêmement cultivé, extrêmement fin politiquement. Ils comprenaient les enjeux, les différents enjeux géopolitiques, géostratégiques. Et donc, ils ont dû composer avec lui, les dirigeants non africains, les dirigeants occidentaux de manière générale. C'est quelqu'un qui, même à l'intérieur du continent africain, était un bon médiateur, avait une capacité quelque part à nouer des relations avec les différents pays et était un fer de lance de cette énergie unitaire africaine. L'Éthiopie était alors bien partie. Et l'Éthiopie était très bien partie. Mais malheureusement, comme dans toute crise, comme je dis, parce que crise il y a eu dans cette situation, comme dans toute situation politique, il y a toujours dans le yin et le yang, le bon
et le moins bon. Le moins bon, c'est que il faut savoir que l'Éthiopie, comme d'autres pays du monde, vit dans certaines régions de ce que l'on appelle la culture vivrière. Et la culture vivrière dépend foncièrement des différentes variations climatiques. Si les variations climatiques font en sorte que la culture vivrière puisse donner de bons produits, eh bien la population pourra se nourrir à bon escient. Mais si malheureusement les variations climatiques font en sorte qu'on n'a rien, on n'obtient rien de ces cultures-là, eh bien on arrive vers une situation, ouais, tout à fait, de famine. Et c'est ce qui s'est passé notamment en 1973 avec la famine du Wolo, d'accord, nom que l'on donne, c'est le titre que l'on donne à cette crise, une famine dramatique. Et il faut rappeler qu'à cette époque, en plus, les moyens de communication n'étaient pas extrêmement présents à l'intérieur des nations. De telle sorte que vous pouviez, dans certaines régions, penser que tout va bien, et dans l'autre région du pays, apprendre en décalage les problèmes qu'il y avait. Il faut quand même qu'on se rappelle de ces situations-là. Et donc, on arrivait à une démarche où il y a eu une contestation qui a commencé à prendre forme, une contestation plurisectorielle à l'intérieur de la nation éthiopienne. Il y avait donc des conducteurs de bus notamment, il y avait les étudiants, il y avait des pontes de l'orthodoxie chrétienne qui condamnaient foncièrement l'entourage de Sa Majesté parce qu'ils estimaient que ces derniers ne se servaient pas des deniers publics à bon escient, d'accord? Et il y avait, fait encore plus inquiétant, l'armée. L'armée qui estimait qu'il n'était pas soutenu de la manière la plus adéquate, de un, qu'il n'était pas traité de la manière la plus adéquate, de deux, et tout ce package contestataire était armé, d'accord, par une idéologie marxiste-léniniste, idéologie qui était à la mode, idéologie prétendument solidariste, mais qui a été conçue en Occident avec des réalités occidentales, on y reviendra tout à l'heure, d'accord, et les gens réaliseront à quel point c'est pas forcément toujours une idéologie qui est adaptée à nos réalités. Et comme toutes les autres que je vais citer d'ailleurs par la suite. Et donc, pour conclure sur cette situation, on arrive à un point crucial où, lorsque cette contestation prend forme, en 1974, en septembre 1974, l'empereur Haïlé Sélassié est renversé. À l'intérieur de cette contestation, une junte militaire d'obédience, d'après elle, marxiste-léniniste, prend le dessus, d'accord, renverse Haïlé Sélassié, d'accord, et je tiens à le dire, cette junte militaire s'appelait le DERG. Le DERG, c'est le nom que l'on donne, c'est l'acronyme du gouvernement militaire provisoire éthiopien, qui, par la suite, prendra une appellation un petit peu plus acceptable parce que celle-ci donne vraiment l'impression de putschiste, c'est le cas de le dire. Et c'est ainsi qu'on arrive à cette première étape. Mais avant d'être renversé, Kemi Seba, comment l'empereur a réagi face à cette situation de famine? Alors, qu'on soit clair, il a fait ce qu'il pouvait. Beaucoup de gens, a posteriori, disent oui, il n'a pas géré. Et c'est vrai, il faut le préciser que le DERG, donc la junte militaire, a fait une grande propagande avec les outils communistes, marxistes-léninistes, d'accord, une grande propagande en montrant l'opulence dans laquelle vivait l'empereur. On le voit donner des gigots, de la nourriture à ces animaux, pendant que au Wolo, donc il y avait une grande partie de la population éthiopienne qui crevait de faim. Et donc, ils se sont servis de ces images-là, qui pouvaient choquer, évidemment. Qui ont choqué, naturellement, qui ont choqué. C'était le but, d'ailleurs, de cette junte militaire. Et c'est des images qui ont été diffusées un peu partout dans le monde. C'était leur stratégie. On verra qu'eux-mêmes, qui se sont présentés comme les garants du peuple, étaient très loin, d'accord, de ce qu'ils prétendaient être lorsqu'ils ont renversé donc Sa Majesté Haïlé Sélassié, qui savait très bien, qui était très conscient qu'après lui, ceux qui l'ont renversé allaient malheureusement saccager le pays. Il en était très conscient, mais dans son analyse prospective, il savait qu'il fallait peut-être connaître ce drame pour arriver par la suite vers une résurrection de la conscience politique et de la conscience populaire éthiopienne. C'est très important de le dire. Et donc, le DERG, donc cette junte militaire, a propagé ces images partout de l'opulence de Sa Majesté et de la pauvreté du Wolo pour vouer aux gémonies Haïlé Sélassié qui jouissait d'une très grande réputation aux quatre coins du monde. Et donc, ils ont sali, histoire tragique africaine mais réelle, d'accord, constante, toujours des guerres fratricides, ils ont sali leur empereur, le dernier grand empereur d'Éthiopie. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer l'analyse de la chute de l'Éthiopie par la lutte d'une partie de la population contre l'empereur en tant que tel. Et donc, comme l'avait pressenti Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié, après lui,
le chaos n'allait pas tarder à pointer le bout de son nez. Et ce chaos a été manifesté par cette junte militaire prétendument marxiste-léniniste, en tout cas elle s'est présentée comme telle, d'accord. Au départ, il y avait un certain nombre de responsables, donc Michael Andom, puis ensuite Tafari Benti, d'accord. Mais celui qui a pris le dessus à l'intérieur de cette junte militaire, c'était Haile Mariam Mengistu. Et donc ce Haile Mariam Mengistu a été présenté comme le Négus rouge. Rouge parce que communiste, mais aussi rouge parce que sanguinaire. Et dans la deuxième partie donc d'Afro-Pertinent, nous en parlerons donc à l'après-chute donc d'Haïlé Sélassié, nous en parlerons donc dans un instant. Comme annoncé dans la deuxième partie de cette émission, nous parlons du Négus rouge, surnom donné au colonel Mengistu qui a dirigé l'Éthiopie de 1977 à 1991. Mengistu est celui qui succède au sein de la junte militaire à Michael Andom, puis ensuite à Tafari Benti. Quelqu'un qui est prétendument porté par des aspirations marxistes-léninistes. On va voir que s'il est le visage des aspirations marxistes-léninistes, il vaut mieux que l'Afrique abandonne véritablement cette idéologie. Ce sont ces aspirations marxistes-léninistes qui ont fait en sorte que la population s'est levée, d'accord, contre Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié. Eh bien, très rapidement, ce qu'avait prophétisé Haïlé Sélassié, et j'en parle de manière vraiment objective pour le coup, lorsqu'il déclarait que les mêmes qui se sont levés contre lui seront ceux qui détruiront le peuple en tant que tel, eh bien, ça se manifestera par la gestion au pouvoir de cet individu. Il faut reconnaître très rapidement les quelques points forts de son régime pour parler après, plus globalement, du drame de son régime, de ses excès, de ses meurtres, de ses exactions. Quels étaient ses points forts? Eh bien, ses points forts, ou du moins son point fort, c'est que, inspiré justement par ses volontés de justice sociale, entre guillemets, il a opéré une politique de nationalisation, excusez-moi, et de redistribution des terres à la suite de la chute du système féodal. On peut lui tirer crédit par rapport à cette réalité. Sauf que, malheureusement, dans le même temps, dès 1974, à la suite d'une tentative d'assassinat effectuée par le Parti révolutionnaire du peuple éthiopien, d'accord, eh bien, apparaît ce que l'on a appelé la terreur rouge, une politique systématique de répression, de meurtre, d'assassinat de tous ces anciens camarades de lutte contre le système féodal. Ce qui manifeste clairement ce qu'avait prophétisé Haïlé Sélassié dans cette situation, quand il disait qu'ils allaient finir par, de un, se manger entre eux, et détruire, faire encore plus souffrir le peuple. Et ça nous fait penser à une réflexion qui est, et c'est quelque chose, un verset que l'on retrouve dans différents livres dits religieux, d'accord, et aussi dans certaines maximes traditionnelles africaines, Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. On trouve ça dans de multiples écrits du monde entier en tant que tel. Et c'est ce que Haïlé Sélassié disait lorsqu'il disait qu'il faut que le peuple puisse se sonder lui-même et comprendre que chercher un bouc émissaire n'est pas la solution. Eh bien, on est arrivé à cette situation avec justement ces guerres intestines menées par Haïlé Mariam Mengistu. Et à côté de cela, le même qui avait contribué avec ses camarades de la junte militaire à mener une politique de diabolisation d'Haïlé Sélassié au sujet de la famine, eh bien devra lui-même faire face à une autre famine, d'accord, entre 83 et 85, qui montre le drame de son règne. Lui-même qui, pourtant, s'était servi de cette situation pour essayer de criminaliser Haïlé Sélassié. Et donc, il faut préciser aussi qu'à cette période, il y a une guerre contre l'Érythrée, d'accord, gagnée grâce à ses alliés soviétiques et cubains, tous communistes évidemment, qui voient, à tort à l'époque, en Haïlé Mariam Mengistu, un des apôtres du communisme, un des apôtres du socialisme en tant que tel, qui peut permettre de donner un nouvel espoir au peuple alors que c'est l'un des plus grands tyrans que l'histoire récente ait porté. On doit le dire. Il perd, parce que tout cauchemar a une fin, il perd contre le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien le 21 mai 1991 et se réfugie au Zimbabwe où il est accueilli par Robert Mugabe. D'accord ? Pour beaucoup de gens, rappelons-le, dans la répression de cette terreur rouge, il est responsable de la mort de, au minimum, à minima 1 million de morts, ce qui est déjà beaucoup, et d'autres parlent de 2 millions de morts. Lorsqu'il y a eu la famine, comment le colonel Mengistu avait réagi? Il n'a pas géré grand-chose, lui-même qui était dans une dynamique de criminaliser Haïlé Sélassié. Il s'est rendu compte que ce n'était pas quelque chose de simple à gérer,
parce que malheureusement, nos pays n'avaient pas été forcément préparés de la meilleure des façons face à une crise de cette ampleur. Les histoires de famine, c'est ce qui existe partout dans le monde. Encore que les conditions climatiques pouvaient... Les variations climatiques, comme on le disait en première partie, malheureusement, ont beaucoup joué dans le fait de déstabiliser un régime qui pense pouvoir gérer le pays, mais qui se retrouve face à des réalités que parfois il ne peut pas prévoir. Tout dépend justement de ces variations en tant que telles. Après Mengistu, donc, il y a ce que l'on a appelé donc le FDRPE, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, qui va désormais prendre le pouvoir, d'accord? Et à l'intérieur de celui-ci, une figure charismatique, disons-le, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur lui, mais qui apparaît à l'horizon et qui devient le visage de la chute de la dictature rouge de Mengistu. Donc le dénommé Meles Zenawi. Meles Zenawi est une figure particulière de l'histoire éthiopienne et de l'histoire africaine, et le symbole aussi de la transhumance idéologique. Initialement marxiste-léniniste durant la contestation, puisqu'il était ce symbole de cette aspiration à la véritable redistribution des richesses, le partage des richesses et au solidarisme du peuple éthiopien, quelle que soit son ethnie. Initialement, c'était le message de base, même si lui, il est de l'ethnie tigrienne en tant que tel, d'accord? Et très rapidement, au fur et à mesure qu'il va prendre le pouvoir, il va s'adapter à une autre idéologie qui est beaucoup plus acceptable vis-à-vis de la vision globaliste occidentale de manière générale, qui est la social-démocratie. Qu'est-ce que la social-démocratie? C'est évidemment le fait d'incorporer certains éléments socialistes à la doctrine libérale. Et il ne faut pas oublier que peu de temps avant, et je pense qu'il est aussi un fruit de son temps, l'effondrement du mur de Berlin a fait en sorte que le libéralisme a complètement gagné de manière géostratégique en tant que tel. Plus de communisme, plus de nationalisme, plus de marxistes qui sont réduits à des sphères groupusculaires, et donc par conséquent, c'est malheureusement le libéralisme qui dicte sa loi. Il y a différentes variantes du libéralisme, et donc lui s'inscrit dans cette dynamique du social-libéralisme, histoire de la social-démocratie, histoire pour lui d'avoir bonne conscience par rapport à ses idéaux de départ, mais de s'adapter dans le contexte du présent. Social-démocratie qui est parfaitement vue par l'oligarchie d'Occident. Et très rapidement, parlons de ses points forts d'abord, parce qu'il y en a eu quand même un certain nombre. Il a construit beaucoup dans le pays, il a réformé le pays. Sous son règne, parce qu'on l'a appelé aussi le négus libéral, sous son règne, l'économie fleurit. Le taux de croissance est à 2 chiffres. C'est quelque chose d'assez rare en cette période, notamment en Afrique. L'activité a doublé en 5 ans. Il a consolidé la notion donc de modernité africaine. Certains apprécieront, d'autres beaucoup moins. Tout dépend de quel côté du manche on se place en réalité. Sous son règne, Ethiopian Airlines est devenu l'un des bastions, d'accord, de l'aviation africaine en tant que telle, des lignes aériennes africaines, des compagnies aériennes africaines. Il contrôle haut la main tous les secteurs stratégiques, la banque, médias, télécom, transport, mais qui connaissent une véritable vitalité sous sa direction. Il ouvre aux investisseurs étrangers les secteurs de l'agriculture, là où l'argent fait défaut. Certains diront que c'était une dynamique stratégique d'agir de cette façon. Précisons aussi que le danger, lorsqu'on a un taux de croissance vertigineux, c'est que cela accroît le taux d'inégalité. Et c'est ce qui s'est passé à l'intérieur du règne de Meles Zenawi. Parce que malheureusement, c'est son ethnie, les Tigriens, qui ont profité amplement, comme ça se passe malheureusement dans certains endroits, dans bon nombre d'endroits, pas toujours, mais dans un certain nombre d'endroits en Afrique, l'ethnie du responsable au pouvoir peut malheureusement s'enrichir. Et l'ethnie tigrienne s'est spectaculairement enrichie, de telle sorte qu'elle est devenue quasiment la nouvelle bourgeoisie éthiopienne. Et la différence entre la bourgeoisie éthiopienne, entre une bourgeoisie de manière générale, ça c'est partout dans le monde, et la noblesse et l'aristocratie de manière générale, c'est que certains sont, parce que de noblesse, habitués à la gestion des deniers, même si on peut leur reprocher peut-être de ne pas partager ça de manière équitable, certes, mais ils sont habitués à le faire, et il y a parfois une certaine retenue dans un certain nombre de choses, là où la bourgeoisie, c'est le m'as-tu vu, je viens d'avoir de l'argent, je le montre, etc. Eh bien, le côté clinquant, le côté je montre, ça a été effectué non pas par tous les Tigriens, mais par une bonne partie de la caste tigrienne qui était autour de Meles Zenawi. Ce m'as-tu vu de la caste pro-Meles Zenawi, de la caste tigrienne qui entoure donc Meles Zenawi, crée des tensions profondes, des autres factions qui ont contribué à mettre Meles Zenawi au pouvoir, parce que c'est toujours la même histoire. Meles Zenawi au pouvoir dit il arrive pour donner le pouvoir au peuple,
mais c'est sa propre caste qu'il va servir, lui qui se présente comme social-démocrate. Là où Mengistu auparavant disait qu'il va donner le pouvoir au peuple, parce que animé par une idéologie marxiste-léniniste, et malheureusement, c'est lui-même qui va servir et sa caste. Le népotisme est toujours présent. Et les mêmes qui reprochaient à Haïlé Sélassié de garder, de ne pas gérer les deniers pour le peuple, vont systématiquement reproduire, malheureusement, avec moins d'ailleurs de grâce et de classe, la même chose, empire parfois sur un certain nombre de points. Donc il y a un fossé spectaculaire qui est créé, et l'ethnie majoritaire en Éthiopie, les Oromo, et l'autre ethnie, les Amara, sont profondément frustrés et se sentent trahis par la démarche de Meles Zenawi, qui leur avait fait croire qu'il allait donner le pouvoir justement au peuple. Donc finalement, la lueur d'espoir suscitée par Zenawi s'est vite éteinte. Elle s'est vite éteinte au sein d'une grande partie du peuple, mais de l'autre côté, en Occident, il a véritablement récolté tous les médailles, les décorations, ou du moins en tout cas, précisons les choses, tous les compliments. Il a été présenté par Bill Clinton comme le symbole de la Renaissance africaine. Bon, quand Bill Clinton vous dit que vous êtes le symbole de la Renaissance africaine, sincèrement, inquiétez-vous, questionnez-vous, parce que peut-être que vous ne roulez pas pour les intérêts du continent africain. Il a été aussi engagé dans une commission africaine et commission d'observation pour l'Afrique, effectuée par Tony Blair en tant que tel. Et donc, c'était le symbole de ce que l'Occident voulait voir en Afrique. Quelqu'un qui était un outil du libéralisme à l'intérieur du continent africain. Il a pris la tête du NEPAD. Le NEPAD, c'est l'instrument suprême du néolibéralisme sur le continent africain. C'est quelque chose qui va, je le dis clairement, même ça peut surprendre un certain nombre de gens, qui va en opposition stricte vis-à-vis des idéaux originels des pères fondateurs du panafricanisme qui étaient opposés quelque part au capitalisme. Le NEPAD est un instrument du capitalisme sur le continent africain. Donc Meles Zenawi est le soldat parfait de l'oligarchie occidentale sur le continent africain, mais disons les choses, parce que justement soldat parfait, il a contribué à faire fleurir l'économie et à accentuer les fossés en tant que tel. Et donc la contestation va arriver, va poindre le bout de son nez. Meles Zenawi meurt en août 2012. Il sera remplacé donc par Haïlé Mariam Desalegn, qui objectivement pour beaucoup n'était qu'un sous-fifre du camp tigrien à l'intérieur du FDRPE, d'accord? Mais celui qui va véritablement marquer les esprits et nous faire arriver à la situation actuelle, c'est Abiy Ahmed. Pourquoi je passe rapidement à lui? Parce que Desalegn, quelque part, a été un outil des Tigriens pour tenter de calmer la contestation. C'était le jumeau, mais en moins charismatique, de Meles Zenawi, d'accord, qui n'avait pas forcément l'envie d'être au pouvoir. Et il a lui-même, Desalegn, c'est important comme de le préciser, démissionné en 2018. Rare qu'un chef d'État démissionne, puisqu'ils sont généralement trop amoureux du pouvoir. Mais lui, il sentait qu'il n'était pas à sa place. Et donc le FDRPE, contrôlé majoritairement par les Tigriens, une caste, alors qu'à l'intérieur de ce FDRPE, normalement, il doit y avoir les Oromo, il doit y avoir les Amara, il doit y avoir les Tigriens et un certain nombre d'ethnies. Eh bien, le FDRPE se dit, puisque la contestation des Oromo continue à monter, il faut le préciser, la contestation est plurisectorielle. Il y a un certain Jawar Mohamed, qui est aux États-Unis, excusez-moi, et qui est un des leaders Oromo, et qui dit que pendant trop longtemps, les Oromo, qui sont majoritaires en Éthiopie, ont laissé les autres être au pouvoir et leur population a été marginalisée, ostracisée, et il est temps qu'ils prennent le pouvoir. C'est un leader ethnocentrique en tant que tel. Qui dénonce les inégalités. Qui dénonce de manière très juste les inégalités. On doit le reconnaître de manière claire. Après, les solutions qu'il propose ne sont pas forcément les plus adaptées, ça on peut se questionner. Mais il exige que les Oromo soient reconnus et puissent avoir le droit de prendre le pouvoir comme toutes les autres ethnies l'ont eu, et c'est quelque chose qui est intelligible, qui est audible et qui trouve une résonance dans le monde en tant que tel. Et donc Abiy Ahmed semble être ce candidat idéal. Pourquoi? Parce que ce dernier est né de père Oromo musulman, d'accord, et de mère Amara chrétienne. Les deux ethnies qui se plaignent d'être mises de côté dans la gestion du pouvoir en Éthiopie, et surtout les Oromo en tant que tel. Donc Abiy Ahmed est une synthèse de la crise éthiopienne et peut-être de la solution éthiopienne. Il est d'idéologie social-démocrate. Il prend le pouvoir donc à partir d'avril 2018 jusqu'à aujourd'hui. Bien que de père Oromo musulman et de mère Amara chrétienne, lui, il est donc chrétien protestant. D'accord? Idéologie social-démocrate. Et Abiy Ahmed, on doit le reconnaître, effectue un certain nombre de grandes actions. D'accord? Dès son arrivée au pouvoir, il lance un programme de reboisement, d'accord, nommé Héritage Vert en 2019. Et le 5 juillet 2020, il a réussi à planter 4 milliards d'arbres.
Quand même. en Éthiopie. Certains diront que tous n'ont pas survécu, etc. En tout cas, il a atteint, quoi qu'on en dise, son objectif. S'il n'y avait que ça encore, ça ne serait pas suffisant. Mais à côté de ça, il contribue à la libération des prisonniers politiques, fait très rare en Éthiopie. Il effectue la fin de la guerre avec l'Érythrée, fait historique. Personne ne s'attendait à cette réalité-là. Abiy Ahmed vient comme le conciliateur, celui qui a compris, qui semble avoir compris toutes les erreurs qui ont été commises par ses prédécesseurs depuis la chute d'Haïlé Sélassié, et il veut revenir dans sa dynamique de gestion à l'ancien temps, au temps d'Haïlé Sélassié, quand celui-ci était dans une optique d'unifier, de tout faire pour unifier le pays, d'accord? Il contribue à la réconciliation de toutes les communautés chrétiennes et crée une garde républicaine après une tentative donc d'assassinat en tant que tel, pour préserver, pour protéger donc la classe politique, les hauts responsables politiques. Et Abiy Ahmed fait face à des enjeux très compliqués. Il veut donc finir le projet, d'accord, de ce qu'on appelle le barrage de l'avenir, avec les eaux du Nil, d'accord. Et ces eaux du Nil, là, le problème, elles font l'objet d'un conflit parce que l'Égypte a toujours considéré que ces eaux appartenaient à l'Égypte, alors que l'Éthiopie, le début du Nil commence en Éthiopie. Et donc, légitimement, avant le découpage colonial, l'Éthiopie avait le droit d'avoir aussi la gestion, pouvait avoir une cogestion avec l'Égypte, et c'est ce qui se passait en réalité auparavant. Et donc, l'Égypte et tous les pays qui profitent de ce Nil-là, le Soudan aussi, et d'autres pays derrière l'Égypte, notamment dans le monde arabe, ont tout intérêt à ce que l'Éthiopie ne puisse pas aller au bout de sa politique en tant que telle. Et donc, la déstabilisation de l'Éthiopie peut être une solution pour des pays comme l'Égypte pour éviter d'avoir à partager les eaux du Nil. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir la crise actuelle en Éthiopie. La crise actuelle interethnique. Les tensions interethniques, beaucoup disent qu'elles sont agitées par des forces étrangères qui ont intérêt à déstabiliser l'Éthiopie. Et que se passe-t-il? Jawar Mohamed, le leader éthiopien installé aux États-Unis, considère que Abiy Ahmed est trop mou, est trop un conciliateur. Jawar Mohamed est un militant extrémiste, ethnocentrique, enfin extrémiste, en tout cas radical, ethnocentrique, pro-Oromo. D'accord? Et il est dans une réalité de se dire que c'est l'heure pour les Oromo de régner en Éthiopie. Abiy Ahmed dit non, ce n'est pas la question des Oromo qui doivent régner sur le dos des autres, c'est toute l'Éthiopie qui doit agir tel un seul homme. C'est un message normalement qui doit être retenu par l'Afrique dans sa globalité. Et c'est ce qui fait croire à l'opinion que le fonctionnement de la politique éthiopienne échappe à Abiy Ahmed? C'est ce qui fait croire, en tout cas, à une grande partie des Oromo, que Abiy Ahmed ne gère rien, puisque les Oromo pensaient qu'Abiy Ahmed allait leur donner plus de pouvoir, comme Meles Zenawi a donné plus de pouvoir aux Tigriens, et ils se rendent compte qu'en réalité, Abiy Ahmed veut que toute l'Éthiopie se relève, et pas seulement les Oromo. Et le problème, c'est que il va y avoir un événement qui va déclencher, j'ai envie de dire, une crise encore plus grave dans cette situation, c'est l'assassinat d'Hachalu Hundessa, considéré un petit peu comme le Tupac éthiopien, le défenseur de la cause Oromo et du prolétariat éthiopien de manière générale, qui a toujours appelé à plus de justice sociale. Il est assassiné le 29 juin 2020 et cela déclenche une guerre, ou du moins une tension interethnique rarement vue auparavant, où les Oromo se déchaînent avec des morts, un certain nombre de morts, d'accord? Et Abiy Ahmed lui-même, de père Oromo, se sent brisé par l'assassinat de cette idole du peuple éthiopien. Et bon nombre de personnes disent que le commando qui a assassiné Hachalu Hundessa est un commando qui veut faire croire qu'il y a des tensions interethniques à l'intérieur de l'Éthiopie, qui va accentuer les tensions interethniques à l'intérieur de l'Éthiopie, alors qu'en réalité, ce commando serait financé par un pays qui a intérêt à ce que le barrage de l'avenir voulu par Abiy Ahmed ne puisse pas voir le jour. Donc on a deux visions. La vision, certains vous parlent de Malcolm X, Luther King. Je n'irai pas dans cette démarche-là parce que c'est dans une démarche, cette fois-ci, panafricaine. Je dirais que dans la dimension panafricaine, Abiy Ahmed est beaucoup plus dans une logique du panafricanisme que donc Jawar Mohamed, qui est dans une dynamique beaucoup plus ethnocentrique. Il a eu le prix Nobel de la paix pour sa démarche donc de faire la paix avec l'Érythrée, qui est un acte historique. Et nous souhaitons qu'il puisse continuer à créer la paix dans le pays, à pacifier le pays, parce que la stabilité de l'Éthiopie, ce sera la stabilité de l'Afrique, tant voulue par celui qui a été déchu, mais qui en réalité avait tout compris, qui était sur un certain nombre de points Haïlé Sélassié. M. Seba, merci à vous. Nous avons parlé donc de la crise en Éthiopie. Merci pour l'attention. Au revoir. Merci.